de plus en plus de gens décident d'investir dans l'achat d'une terre. Que ce soit un champ, une forêt ou un mélange des deux, l'engouement pour les terres au Québec ne cesse de croître. À preuve, dans les dernières années, le prix des terres s'est accru de près de 10 %. La richesse de notre biodiversité fait que souvent, les terres du Québec comprennent des milieux humides. La situation de ces milieux au Canada est critique, alors que déjà 70 % d'entre eux, situés en zone habitée, ont été détruits. La situation est encore plus grave dans les zones métropolitaines. Ces milieux sont pourtant essentiels en raison de la diversité biologique qui en dépend, mais aussi des multiples bienfaits qu'ils apportent, que ce soit par la filtration de l'eau ou la régulation des débits. Véritables zones tampons de la nature, ils sont essentiels pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème, dont celui des rivières. Devant ce constat, que peuvent faire les propriétaires terriens pour préserver les milieux humides sur leurs terres? Plusieurs acheteurs de terres évitent à tout prix les terrains sur lesquels on retrouve des milieux humides, mais les choses sont en train de changer. On se rend de plus en plus compte de la richesse de ces milieux. Bien, premièrement, je pense que se retrouver avec un milieu humide, c'est pas de la loterie. C'est quand même souvent quelqu'un, on l'a acheté, on l'a pas gagné. Si mon objectif, c'est d'avoir une maison 2 étages, je vais acheter une maison 2 étages, j'irai pas faire un bungalow. Ça, c'est la première chose que je dirais. C'est sûr que des fois, oui, sur une terre, elle nous intéresse, on a un côté qu'on va considérer moins productif. Ça dépend tout le temps de la vision. Parce que pour certaines personnes, bien, ça permet, par exemple, de pouvoir recueillir du cèdre pendant l'hiver. Il y en a qui aiment ça, bûcher l'hiver. Ça leur fait un moyen, justement, de continuer une exploitation. L'été, on s'en va dans la plantation d'épinettes, on s'en va dans la plantation de sapins, etc. L'hiver, on se retourne vers le cèdre. C'est sûr que ça demande peut-être une gestion de temps, une gestion de machinerie qui peut être un peu différente. Mais le cèdre, c'est une belle ressource. Le mélèze, c'est une belle ressource. Ça vient avec les milieux humides, ça? Ça vient avec les milieux humides. Comment reconnaît-on un milieu humide? Ce n'est pas toujours simple pour un débutant. Les milieux humides sont les marais, les marécages, les tourbières et les étangs. Ils peuvent être d'origine naturelle ou créés par l'homme. Ils sont recouverts d'eau de façon permanente ou temporaire. Les fossés ne sont pas considérés comme des milieux humides. Avant d'acheter une terre, 3 outils s'offrent à vous pour savoir si le terrain que vous convoitez renferme un milieu humide. D'abord, il est possible de consulter les données cartographiques. Deuxièmement, vous pouvez aussi demander à la municipalité ou à la MRC de vous renseigner. Et si ce n'est pas suffisant, il est possible d'embaucher un expert. La préservation et la conservation des milieux humides concernent tous les propriétaires de terres. Prenons cet exemple. Demain matin, vous devenez propriétaire d'une terre. Sur celle-ci, on retrouve de la forêt, mais aussi une tourbière et même un ruisseau. La chose idéale à faire serait de prendre d'abord conscience de l'importance de ces zones humides pour les protéger. Pourtant, le réflexe de plusieurs sera de drainer ou d'assécher la zone. Pour les propriétaires en bordure de lac, on voit souvent des gens dégager le plus possible l'accès au point d'eau jusqu'au rebord du lac, alors que c'est tout le contraire que l'on doit faire. Je comprends que les gens veulent revoir ou revivre ce qu'ils ont peut-être en périmètre un petit peu plus urbain, avoir une cour qui, selon eux, propre, qu'il y ait du gazon jusqu'au bout, etc. Faut pas oublier qu'un chalet ou, mettons, une maison permanente qu'on achète sur le bord d'un lac, bien, c'est supposé d'être une maison au bord d'un lac et non pas une maison urbaine au bord d'un lac. Fait que cette vision-là, c'est une vision, je dirais, personnelle, une vision de société qui est très, très difficile à changer. Donc, pour nous aider, on a des lois puis des règlements. Encore une fois, au Québec, on aime beaucoup les lois et règlements. Ils sont très utiles. Dans ce cas-ci, pas très utiles parce que peu appliqués. OK. Dans le fond, on a une politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, la PPRLPI. On aime beaucoup les acronymes en gestion intégrée de l'eau. Cette politique-là encadre le fait de comment doit être ma rive, de quelle largeur elle doit avoir, mon accès doit être large comment,
Tout est détaillé dans cette politique-là. Dans le fond, dépendamment de la pente de notre terrain, on va avoir une largeur de bande riveraine de 15 mètres ou normalement, on voit plus 10 mètres parce que ça prend vraiment des pentes fortes pour avoir le 15 mètres. Donc, on a 10 mètres avec un 5 mètres d'accès disponible. Un 5 mètres d'accès, c'est d'ouverture. Il peut être scindé. Il peut avoir 1 mètre parce que j'ai un petit sentier pour aller porter mon kayak, puis je me laisse 2,5 mètres pour mettre mon bateau à l'eau. Bien là, il va me rester une autre section que je vais pouvoir mettre ailleurs. Mais c'est 5 mètres au total sur notre terrain. Puis on met quoi comme espèce? Si on a un secteur du lac qui est encore naturel, c'est de s'inspirer de ces espèces-là, tout simplement. Mettre ce qu'il y a déjà. Ça, on appelle ça aussi de faire des plans d'aménagement de bande riveraine. Souvent, les organisations de bassin versant en font. Il y a d'autres organismes aussi qui s'occupent de faire ce genre de choses-là. Vous avez aussi souvent des associations riveraines, donc des propriétaires du lac qui se regroupent ensemble pour faire valoir la valeur environnementale de leur lac parce qu'ils ne veulent pas que leur terrain dépérisse. Ils ne veulent pas que la qualité de l'eau du lac s'amenuise. Ils veulent que la valeur du territoire demeure. Donc, c'est sûr que si tout le monde a du gazon, c'est quoi le dommage d'avoir du gazon, finalement, autour d'un lac? Hein? Ça nuit à la biodiversité, oui, mais pour un propriétaire, ce que ça fait, c'est que ça favorise le réchauffement de notre eau. Le réchauffement de notre eau, lorsqu'on a des nutriments, va favoriser finalement la croissance des algues, des plantes aquatiques, des blooms de cyanobactéries. Donc, ça favorise finalement la croissance biologique de notre lac, qui est souvent des choses que finalement le riverain n'aime pas. Il veut être capable de nager sans se faire chatouiller les orteils, il veut avoir accès à être capable de se promener en bateau ou de faire des sports à pagaie. Donc finalement, il se nuit lui-même. C'est sûr et certain qu'il y a des réglementations, même si on est propriétaire, un peu comme avec une maison, avec un terrain qu'on aurait en pleine ville ou quoi que ce soit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Le déblai, il y a des questions de pesticides, il y a des limitations au niveau des chemins. Mais quand même, souvent, qu'est-ce qui est interdit? C'est des choses qui, de toute façon, c'est qu'on essaierait de le faire, mais qu'il n'y aurait pas nécessairement beaucoup de gains à porter à ça. Fait que c'est sûr et certain que déblayer un milieu humide au complet, le remblayer avec une terre différente, bien, c'est quelque chose qui est illégal, qui, de toute façon, serait pas durable dans le temps, apporterait pas, serait super onéreux, n'aurait pas nécessairement de gain au niveau de production pour quoi que ce soit d'autre. Une manière simple et efficace de conserver un milieu naturel est simplement d'éviter les perturbations. Selon le type d'activité que l'on effectue dans un milieu humide, on apporte des dérèglements, grands ou petits, permanents ou passagers. Les experts recommandent de privilégier des activités qui ne déstabilisent pas le milieu humide. De plus, il est important de s'assurer que la zone est à l'abri des déséquilibres générés par d'autres utilisateurs. Des perturbations à petite échelle comme la chasse saisonnière, la coupe de jardinage ou la cueillette de petits fruits sont par contre tout à fait possibles. Je comprends qu'il y a certaines essences qui sont moins intéressantes qui viennent avec les milieux humides, comme le peuplier baumier, mais en même temps, comme le peuplier faux-tremble est moins intéressant, puis vient dans un endroit sec. Fait que je pense que, premièrement, il y a vraiment cette question-là. Est-ce que ça limite vraiment la production qu'on veut faire? De toute façon, il y a eu beaucoup d'essais, par exemple de drainage. Là, de moins en moins, presque plus aucun conseiller forestier font du drainage pour faire de la plantation. On se rend compte que c'est pas nécessairement efficace. Puis si c'est limitant, c'est comme avoir une montagne sur son terrain. Oui, ça peut être limitant, mais il faut voir aussi tout ce que ça peut apporter. Je pense qu'il y a un côté qui est intéressant. Si j'ai un milieu humide, par exemple, qui peut servir d'endroit tampon en période de sécheresse, bien peut-être que je vais avoir à côté des peuplements d'épinettes qui ne sont pas dans le milieu humide, mais qui peuvent avoir une certaine connexion hydrique au niveau du sol, qui vont moins souffrir de cette sécheresse-là. Fait que c'est important de connaître son rôle. En plus, ça a tout un rôle biologique qui est intéressant. Il y en a qui aiment faire de l'observation d'ornithologie, de l'observation d'oiseaux. Il y en a, par exemple, qui vont s'intéresser à différentes chasses, comme l'orignal qui va s'intéresser à différents milieux humides.
Fait que, je pense qu'il y a vraiment du positif à avoir un milieu humide. Pour certains, ça peut être tannant, mais ça peut être vraiment vu comme une richesse. On peut exploiter des produits forestiers pour la cueillette ou des choses comme ça. Il est normal de trouver complexe la gestion des milieux humides. Heureusement, on retrouve sur le web un très bon outil bien conçu pour comprendre la réglementation. Mis sur pied par la Fondation de la faune du Québec, le site milieuxhumides.com contient de l'information vulgarisée sur la réglementation entourant les milieux humides et hydriques. Il s'agit d'un site éducatif fournissant des notions de base sur le sujet afin de permettre à un large public de mieux comprendre comment gérer ses parcelles de terre. Dans le passé, on se contentait de rediriger l'eau des milieux humides, mais on s'est vite rendu compte que cette mesure ne menait à rien. Ce qu'on a vu beaucoup avant ça, c'est du drainage de milieux humides. Exemple, il y avait des petits cours d'eau qui s'étiolaient un peu partout, qui a été rectifié vers un cours d'eau unique. Mais ça, aujourd'hui, on se rend compte que ça apporte des problématiques qui peuvent être très graves, là, justement pour la terre, parce qu'on vient justement déranger le peuplement. Fait que si on avait une belle plantation de cèdre, on s'est dit, bien, on va rectifier, on va faire un seul et unique cours d'eau. Oui, c'est peut-être plus facile de passer avec la machinerie sur le court terme, mais à long terme, on vient nuire à notre plantation. En plus de ça, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient drainer notre terre, on vient accentuer les débits dans notre cours d'eau qui peut être sur notre terre ou chez la terre du voisin. On peut créer de l'érosion des berges, ça qui peut être nuisible pour l'habitat du poisson, par exemple, mais aussi qui peut être nuisible si on a des infrastructures, des ponts, des ponceaux. Si je viens drainer mon milieu humide, mon voisin d'en bas a des ponceaux qui deviennent sous-dimensionnés. Mais je peux faire exploser les ponceaux carrément quand vient le temps de faire la crue. Mais au final, c'est un petit peu une problématique qui se retrouve globalement dans le territoire. C'est des inondations qui peuvent être plus marquées vraiment en aval du bassin versant. Pour s'assurer de la protection efficace des milieux humides, en tant que propriétaire, votre priorité devrait alors de toujours penser à la bande riveraine. La bande riveraine est la portion de terrain qui borde les milieux hydriques et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La ligne des hautes eaux, quant à elle, est l'endroit où l'on passe d'une dominance de plantes terrestres à une dominance de plantes aquatiques. En l'absence de plantes aquatiques, c'est l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent vers le plan d'eau. On utilise la ligne des hautes eaux comme limite des milieux hydriques. Sous la ligne des hautes eaux, on est dans le littoral et au-dessus, on est dans la rive, donc la bande riveraine. La largeur de la rive se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. Elle doit mesurer de 10 à 15 mètres de large ou plus, selon certaines réglementations municipales. Donc, il faut minimalement garder cette bordure-là. Biologiquement parlant, il y a plein d'espèces qui utilisent ces corridors-là pour se déplacer. Fait que si déjà, en plus, on fait une coupe dans le reste de notre parcelle, on va en plus couper celle qui est au bord du cours d'eau, bien, le corridor de déplacement au niveau de nos espèces n'est plus là. Je parle de tout, ça peut être notre chevreuil, ça peut être l'habitat de nos salamandres. Donc, à différentes échelles, ça cause un impact. Pour la qualité de notre eau, ce que ça fait, c'est que quand on enlève les arbres, on va avoir un relèvement finalement de notre nappe phréatique. Parce qu'on n'a plus la pression de nos arbres, la nappe phréatique va remonter. Parce que ça peut créer des problématiques au niveau de notre cours d'eau, au niveau du débit qui est fourni. Dans le fond, souvent, on a un apport d'eau. Puis si on n'a plus rien qui tient les berges, si on n'a plus de racines ou de matériel, ce que ça fait finalement, c'est que quand mon eau elle arrive avec force, naturellement, j'ai une érosion dans mon cours d'eau, puis j'ai un dépôt de sédiments plus loin. C'est normal, c'est l'équilibre du cours d'eau.